Dans ce tutoriel vidéo, nous allons regarder les principales fonctionnalités et premières fonctionnalités aussi du logiciel PFTrack, logiciel de caméra tracking et de match moving. À partir d'une séquence relativement simple, nous allons pouvoir parcourir l'ensemble du pipeline à l'intérieur du logiciel, voir les différentes fonctionnalités qui vont nous permettre donc de traquer cette séquence et d'obtenir le mouvement de la caméra qui assez classiquement pourra être ensuite exporté et importer dans un logiciel de 3D pour par exemple insérer donc des éléments de synthèse à l'intérieur donc d'une séquence réelle. Nous allons commencer à regarder ici donc l'interface de ce logiciel. En mode production, comme on le voit ici sur l'écran, l'interface se divise en trois grandes parties. Une partie supérieure divisée en deux. D'un côté, sur la gauche, on va avoir la construction nodale du pipeline donc, de travail dans PFTrack. Donc le premier intérêt de ce logiciel-là, c'est qu'il est en système nodal, ce qui va nous permettre de réaliser donc des pipelines de connexion différents, comme on peut le voir ici, où, par exemple après test object ici, on a deux branches qui se séparent pour nous donner deux solutions éventuellement différentes ou deux possibilités de travail. Et donc cette méthode nodale qui est aujourd'hui utilisée par pas mal de logiciels dans l'infographie 3D comme Nuke ou Maya est utilisée ici par PFTrack avec un intérêt certain qui bien notamment nous permet encore une fois de pouvoir faire des tests, de pouvoir connecter, déconnecter des nodes de travail, de calcul dans PFTrack. Ok, donc on y reviendra bien sûr dessus, on a cette partie, cette fenêtre ici, qui est la fenêtre nodale, sur la gauche donc de l'interface par défaut. On verra que l'on peut donc modifier aussi cette interface-là. Et sur la partie supérieure et sur la droite, on a donc la fenêtre dit en mode cinéma, qui permet donc de voir le footage. Alors c'est pas le seul mode de cette fenêtre-là, on peut le changer ici avec des icônes qui sont juste au-dessus, au centre de l'interface. On verra donc les différentes possibilités, mais en règle générale, et dans la phase, je dirais, de pipeline, eh bien, on est dans ce mode-là, dans le mode dit cinéma, qui nous permet d'une part donc de voir notre footage et de pouvoir donc le traiter en animation, en mouvement, avec donc les éléments de lecture, d'arrêt, d'avance image par image, ou d'avance donc d'une clé à l'autre, ici, et puis on a complètement en bas la ligne de temps que l'on va pouvoir donc faire déplacer, enfin déplacer ce qu'on appelle le current time en venant le saisir pour voir avancer donc le footage ici. Ok. Dans la partie basse de l'interface, on va retrouver donc une fenêtre qui peut donner trois possibilités qui sont exprimées sous la forme de trois icônes sur la partie gauche, ici que l'on peut voir. Le premier icône est l'icône du node panel qui donne donc la possibilité de créer des nodes avec create ici, puis on a l'ensemble des nodes comme on peut le voir dans la fenêtre actuellement que l'on peut donc associer pour créer un pipeline de travail donc à l'intérieur de PFTrack et pipeline que l'on va retrouver bien sûr dans la fenêtre en haut à gauche, cette fenêtre étant la fenêtre de Tree View, hein, ce qu'on appelle la fenêtre de Tree View, qui va nous permettre donc de construire l'arborescence ici des différents nodes de construction pour obtenir entre autres par exemple le caméra tracking et d'autres possibilités aussi. Donc create, on a la possibilité ici de paramétrer bien sûr les nodes, donc si on clique sur un node ici, on va pouvoir donc paramétrer ce node, par exemple l'auto-track ici, on va retrouver tout le paramétrage donc de l'auto-tracking en cliquant ici sur la deuxième icône paramètres. Ok. Donc node panel, ensuite on a le deuxième node ici, import panel, qui va nous permettre d'importer donc des clips, des footage ou clips d'images ou séquences d'images ici que l'on va pouvoir ensuite donc faire rentrer dans notre pipeline de travail à l'intérieur donc du logiciel PFTrack.
Et enfin, donc on a une troisième icône, ici donc le clap avec PRJ, qui nous permet donc de créer un projet, un nouveau projet, ou de gérer les projets, donc de les renommer, de les dupliquer, ou de créer donc un nouveau projet, donc PFTrack, ici donc en définissant les data management, donc les disques caching, comme on va pouvoir le faire immédiatement pour créer donc notre nouveau projet. Donc on va venir très simplement créer donc notre projet en venant donc sur la troisième icône PRJ, comme c'est activé, avoir l'interface donc de création dans la partie base donc de création de projet en cliquant sur create donc name, ici donc on va mettre bâtiment industriel, voilà, donc nom du projet, sa situation donc dans le disque dur, le chemin, donc ici donc on a exercice PFTrack. On a donc la possibilité dans le disque caching ici d'être en mode internal ou external. External nous permet donc de pouvoir positionner donc le cache qui va se mettre sur le disque dur à un endroit particulier. Si on a un disque dur plus rapide qu'un autre, ça sera intéressant d'utiliser ces fonctionnalités ici pour poser donc les différents caches que va utiliser PFTrack. Donc ici je me remets pour l'instant en mode infernal. Et enfin sur la partie droite de cette interface, on va retrouver donc des propriétés par défaut, le framerate, donc ici c'est 24, le media handle in et out, on va laisser 0 pour l'instant. Et puis éventuellement donc le caméra preset, si vous avez donc défini une caméra preset. Alors par défaut PFTrack définit donc des formats classiques que l'on peut voir ici dans la liste, 16 mm, 35 mm, VistaVision et ainsi de suite. Et puis vous pouvez définir bien sûr, comme on pourra le voir dans un prochain tutoriel, vos propres donc presets dépendant de votre caméra. Donc ici on a filmé donc avec une Canon HD les grillages S11 et donc on est venu rentrer donc ici les presets que l'on va retrouver automatiquement au moment où on utilisera donc les paramètres de mise en place donc de tracking, d'auto-tracking ou de tracking, et on va retrouver ces paramètres là que l'on pourra quand même modifier au dernier moment bien sûr. Donc ici le dernier paramètre dit interlace, on va le laisser sur none et on a différentes possibilités, donc nous on est en mode none ici. Ok, à partir de là, eh bien, on revient donc sur l'icône et sur l'écriture qui est en jaune ici, confirme, et puis ou delete, et puis on clique sur confirme, et donc à ce moment-là, eh bien, le l'interface donc s'ouvre d'une autre manière. La partie supérieure notamment se divise en trois parties que l'on va pouvoir donc maintenant regarder, qui va principalement nous permettre de charger les médias, le ou les médias, footage ou séquences de film que l'on va pouvoir donc charger pour traquer donc le mouvement de la caméra. Maintenant que le projet a été créé, nous allons pouvoir donc charger en premier lieu bien sûr les médias qui vont être traqués donc par le logiciel, dont on va traquer principalement le mouvement de la caméra, fonctionnalité principale donc de ce logiciel. Donc on va venir dans le panneau qui se trouve donc à droite, où on va retrouver l'arborescence des différents disques durs, donc un explorateur des disques durs qui va nous permettre de repérer les séquences donc, qui nous intéressent. On va venir dans les différents répertoires et on va pouvoir retrouver une ou plusieurs séquences. Donc ici, si je viens sur NIM Centre Com3, je retrouve donc une séquence ici qui est reconnue. Donc c'est une série d'images en TIFF ou en TGA ou autre format qui est reconnu donc par PFTrack, qui va pouvoir être importé dans le MediaBin. Ici encore une autre séquence. Donc une fois que l'on a ces médias donc visibles ici dans l'arborescence, eh bien de manière assez simple pour qu'ils soient actifs dans PFTrack, il faut les mettre donc dans la fenêtre centrale qui s'appelle le Media Bin, qui va être donc la gestion
des séquences qui vont être utilisées dans notre projet. Donc on va pouvoir mettre plusieurs séquences et utiliser effectivement plusieurs séquences donc, dans un même projet de PFTrack. Donc je viens faire un simple drag and drop avec le bouton gauche de la souris et je relâche ici donc dans la fenêtre, la même chose pour la deuxième séquence par exemple, et j'ai l'ensemble de mes séquences ici que je veux donc avoir dans le MediaBin et dans mon projet, ce qui fait que après avoir chargé donc ces différentes séquences, je peux très bien donc venir enlever donc la partie explorateur donc de disque dur ici, des différents disques durs, j'en ai plus besoin à partir du moment où j'ai chargé mes séquences. Donc je viens cliquer sur la troisième icône ici qui me permet donc éventuellement de gagner de la place pour bien présenter ici le MediaBin et l'ensemble des médias. Donc on a plusieurs possibilités pour présenter donc les médias. Ici sont donc en vignette en faisant un bouton droit de la souris. Sur la fenêtre dans le vide, on a ici thumbnail and name. On peut mettre thumbnail and info ici pour avoir donc des infos de localisation donc de la séquence d'images avec le nom. Donc ici c'est une séquence qui s'appelle 00027 hein, et qui est au format TGA et qui est localisée donc sur le disque dur, qui est composé de 600 frames de 0 à 599 ici. Et on a la durée et on a la même chose pour la deuxième séquence. Voilà donc nos séquences chargées ici dans le MediaBin. On va pouvoir donc maintenant finir de les transférer donc dans le projet réellement de PFTrack, donc à l'intérieur du TreeView, et pouvoir donc vraiment les utiliser maintenant donc avec les différentes fonctionnalités de PFTrack. Donc maintenant que l'on est venu sélectionner les différents footage, séquences d'images dans le MediaBin, eh bien on va utiliser donc maintenant ces médias ici qui sont listés donc dans le MediaBin pour notre projet. Donc là on n'a pas besoin des deux. Dans tous les cas on va en utiliser dans un premier temps un seul qui est NimCentre ici que l'on va prendre et faire exactement la même chose que précédemment, un drag and drop ici dans le TreeView, et on relâche, et donc à ce moment-là on a un node qui est créé, que l'on voit donc apparaître. Donc un node a des connexions d'entrée et de sortie, ici c'est des connexions donc de sortie de output qui vont aller donc à l'intérieur d'un input d'un autre node pour la connexion comme on va pouvoir le faire. Donc automatiquement dès qu'on a fait un drag and drop sur la partie supérieure de l'interface, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc on a récupéré ce node et simultanément, on est passé en mode dit cinéma. Ça veut dire que l'on voit notre séquence, on voit notre ligne de temps ici sur laquelle on va pouvoir déplacer le current time, donc la barre de temps courant, pour visualiser donc l'ensemble de la séquence, s'arrêter à un endroit donné. On verra les différentes fonctionnalités, donc bien sûr et possibilités donc de cette barre de temps ici. On peut lancer aussi avec les différentes icônes ici de lecture, relecture, marche avant, marche arrière, lire la séquence donc ici comme on peut le voir. Ok, stopper, voilà, et revenir. Et puis, étant donné que maintenant on a mis à l'intérieur d'un node la séquence d'images, eh bien on peut avoir des informations donc sur ce node et donc forcément sur la séquence d'images dans la partie inférieure donc de l'interface, dans le node panel, donc la première icône des trois icônes à gauche, et puis dans la deuxième série d'icônes, au lieu de create, on est dans paramètres ici et on retrouve donc les caractéristiques donc de ce média, de ce clip ici, donc avec le frame rate, le in point, le out point que l'on peut modifier, c'est-à-dire qu'on commence à la frame 51 et on finit à la frame 450, et si on veut limiter ici, donc par exemple le out point, ça veut dire venir stopper donc le par ici, donc par exemple en 250, voilà, ok, la séquence, et bien ici on viendra donc cliquer sur out point et rentrer au clavier 250. Donc automatiquement la ligne de temps, sauf
contre-indication va se réajuster. On va avoir donc le point d'entrée 51 sur la gauche et le point de sortie 250 sur la droite ici, donc avec la séquence d'images maintenant qui est réajustée donc entre 51 et 250. Donc maintenant pour venir traquer cette séquence principalement, on va venir donc créer un nouveau node que l'on va accrocher donc à la sortie de la séquence du node séquence ici image. Donc on va prendre le node AutoTrack. Donc on va cliquer sur ce node là, AutoTrack. Si le précédent node est sélectionné, automatiquement la connexion se fait. Ici donc on voit la flèche qui va partir de l'output donc de NIMCentre ici pour aller sur l'AutoTrack, et ce node là va nous donner donc la possibilité de créer automatiquement donc des points de track qui vont être créés à partir de préparamètres, de presets qui vont être définis ici dans principalement le panneau de tracking parameter, et on va définir donc des presets qui vont permettre de générer donc des points de track automatiquement. Donc PFTrack va générer ces points ici qui vont nous permettre de trouver une solution donc du mouvement de la caméra et de l'espace 3D, donc faire du caméra tracking. Donc ici nous avons un ensemble de paramètres que l'on va donc regarder superficiellement ici en première approche. On ne va pas tous les passer en revue en détail parce qu'il y en a pas mal. C'est divisé en trois grandes catégories. On a le premier panneau ici sur la gauche sur lequel il est marqué Current Group Caméra par défaut, qui nous permet de créer des groupes de points de tracking, d'auto-track, que l'on va pouvoir regrouper, ou de points de tracking que l'on créera nous-mêmes, donc en mode édition, et on pourra regrouper donc ces points sous la forme donc de groupes. Alors ça sera relativement intéressant pour faire travailler les groupes de points de track dans différentes conditions, notamment quand on va avoir un objet qui bouge à l'intérieur de la séquence. Dans un premier temps, avec un groupe, on va traquer donc le mouvement de la caméra, et puis donc avec un autre groupe qui sera positionné sur l'objet en mouvement, eh bien on traquera le mouvement bien sûr de cet objet là. Donc ça on le verra dans un autre tutoriel. Ici donc on a la possibilité de créer des groupes. Alors ici on n'en a pas besoin puisqu'on va juste traquer la caméra. On reste sur le Current Group Caméra ici. Au centre, on a donc, comme je le disais, les paramètres de tracking principaux ici, qui vont nous permettre de faire des choix de presets pour avoir plus ou moins de points précis définis donc dans la zone de l'image par rapport à certaines caractéristiques. Alors notamment, on a la possibilité donc de définir le nombre de points qui pourront être globalement utilisés. Ici on a une valeur par défaut de 60, et les points qui seront réellement utilisés, donc target number ici, qui seront donc à 40. Donc candidate number 60 et target number 40 ici. Ça veut dire que sur les 60 qui vont être prédéfinis au maximum dans l'image, eh bien il n'en restera plus que 40 de sélectionnés réellement, et entre les deux, la sélection se fera principalement sur la longueur de durée de vie, je dirais, des points de track. C'est-à-dire qu'un point de track va pouvoir durer quelques frames, s'il disparaît, se cache ou devient inconsistant, comme on dit, et donc à ce moment-là, eh bien PFTrack ne l'utilisera plus. Et donc un point de track peut durer 5, 10, 15 frames, on va pouvoir du reste définir cette longueur-là, cette longueur minimum. Et bien ici, il y aura un choix qui sera fait de 60 à 40 pour enlever automatiquement donc une vingtaine de points qui auront donc la plus courte durée de vie. Ok, donc on va laisser pour l'instant ces paramètres par défaut. Alors ici j'ai cliqué sur Preview qui permet donc en bas de voir sur la première frame ici, alors ou sur la frame sur laquelle on se trouve, je me trouve sur la 120 ici, je peux me déplacer pour voir les points qui vont être retenus par PFTrack, et donc prendre en considération déjà cette première estimation ici de points de track, et éventuellement corriger donc les presets en conséquence.
Donc ici en dessous on a une fenêtre, donc une taille de fenêtre Windows Size, qui est la fenêtre de tracking comme on peut le voir quand je passe donc la souris sur le mode, la fenêtre cinéma ici sur le footage, hein. J'ai donc une fenêtre, j'ai deux fenêtres en fait, hein. J'ai une fenêtre intérieure qui est la fenêtre du motif, ce qu'on appelle le pattern, hein, donc le motif recherché, puis j'ai la deuxième fenêtre qui est plus large, qui est la fenêtre de recherche donc de ce motif. Okay. Donc ici sur la droite j'ai cliqué sur Show Window. Si je déclique sur Show Window, et bien je vois plus ma fenêtre. Je reclique sur Show Window et j'ai ma fenêtre qui apparaît. Puis si je déplace ma souris, et bien elle me suit ici, ce qui va donc définir le motif ici donc du point. Alors bien sûr si et on le verra dans un prochain tutoriel, on se met en mode manuel pour définir les points de track, et bien on définira des points de track particuliers, donc dans des zones particulières, des angles, les coins ici donc du panneau, bien sûr les coins de l'immeuble, et ainsi de suite, donc des points bien sûr, des zones significatives que PFTrack va pouvoir traquer, c'est ce qu'il va lui de son côté en mode automatique essayer de faire. Pour continuer ici, notre premier aperçu sur les différents paramètres de tracking dans le node AutoTrack ici, qui permet donc de définir les points qui vont servir au tracking. Sur l'image 2D, eh bien, on va regarder un couple de paramètres, Peak Threshold et Min Length ici, qui sont dans la liste donc des paramètres de tracking parameters ici, qui vont nous permettre d'ajuster donc le type de point de tracking que l'on veut donc dans l'espace 2D de l'image. Alors Peak Threshold ici varie entre 0 et 100%. Il donne la possibilité de pouvoir sélectionner donc des points plus ou moins consistants. Ça veut dire que si on a une valeur de 100% à Peak Threshold, eh bien on va avoir des points qui sont situés sur des variations importantes dans l'image, donc assez souvent dans des coins d'immeubles ou des coins ici par exemple d'objets comme le panneau publicitaire ou les barres métalliques comme on peut le voir, par rapport à un arrière-plan qui est totalement différent comme on peut le voir encore une fois sur l'image par rapport au ciel bleu en arrière-plan. Donc ici avec une valeur de Peak Threshold à 100, on a des points relativement consistants, voire très consistants, qui vont vraisemblablement nous assurer donc une bonne solution de tracking. Le problème c'est que on a peu de points dans l'image, on réduit le nombre de points et réduisant le nombre de points on peut effectivement donc avoir une solution qui peut s'écarter donc de la solution recherchée au final. Donc ici il va falloir jouer sur le peak threshold, pas forcément le mettre totalement à 100%. Si on réduit cette valeur là par exemple à 10% un peu à l'opposé, eh bien je vois que j'ai beaucoup d'autres points qui apparaissent à ce moment-là, qui sont situés dans des zones, je dirais, où il y a des variations moins visibles, moins importantes, hein, et ces points vont être pris donc en compte pour le calcul. Alors ces points risquent d'être relativement moins consistants et il faudra donc essayer de maîtriser leur consistance pour savoir si on les garde ou pas de manière automatique ou semi-automatique. Alors pour ça, eh bien, on a deux paramètres, on a le min length ici, et puis on a le failure threshold aussi, qui est par défaut à 0,7. Alors le min length ici permet lui de définir la longueur minimum en frame que l'on veut pour chaque point. Ça veut dire des points qui seraient gardés et qui seraient reconnus par PFTrack sur une longueur par exemple de 4 frames, et bien dans ce cas de figure avec un min length à 5 ne serait pas conservé au final par PFTrack, par le node AutoTrack. Donc en fait ici on va pouvoir augmenter pour avoir des points plus consistants à ce moment-là dans le temps. On va pouvoir augmenter cette valeur-là, par exemple la mettre à 20 frames. Alors sur 250 frames, ça fait à peu près un peu moins de 10%. Hein, ça peut être une valeur, je dirais, moyenne à conserver. Le min length ici à 20 va nous permettre de garder des points qui ont une certaine pérennité dans le temps et donc ils vont pouvoir être bien utilisés dans le calcul. Et enfin, le paramètre de failure threshold ici permet donc sur l'espace,
on a travaillé sur le temps au-dessus, là on travaille sur l'espace, sur la forme donc de l'objet, sur le motif, le pattern, comme on dit en anglais. Si ce motif a de grandes variations, eh bien, il sera éliminé par pftrack, hein, par le node AutoTrack. Et donc, on va avoir donc, ce paramètre de threshold qui va varier entre 0 et 1, plus la valeur donc, sera importante. Là, elle est à 0,7. On peut la remonter à 0,85 par exemple, pour s'assurer d'une meilleure consistance du point traqué, et si on veut vraiment on s'approchera de 1 pour vraiment avoir donc des points très consistants. Voilà, donc on peut remonter bien sûr ces valeurs, que ce soit de peak threshold, mint length ou failure threshold ici, dans des valeurs, je dirais, optimales, hein, de telle manière d'obtenir les bons résultats. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'obtenir nettement moins de points qu'avec des valeurs moyennes, et le calcul s'en trouvera donc restreint, et on ne trouvera pas forcément la bonne solution. Ok, donc on va partir sur ces valeurs-là, hein, ici 10, donc 20 et 0, alors on va mettre 0,80, 0,8 ici, et on va pouvoir maintenant lancer donc la recherche donc de motifs, de patterns, hein, des différents points ici sélectionnés, avec les différents paramètres que l'on a mis en place. Alors pour ça, donc, on clique sur le bouton qui est à droite sur AutoTrack, et le calcul, donc plutôt la recherche va se faire automatiquement donc sur l'ensemble de l'image 2D. Donc voilà le résultat que l'on obtient après avoir lancé donc la fonction AutoTrack. Et bien on récupère donc un ensemble de points qui sont traqués sur l'ensemble de la séquence, qui sont numérotés auto, avec une numérotation ici de 1 à 281. Donc on a 281 points ici de track dans cette séquence, avec comme information donc le in-frame, out-frame, donc où débute, à quel frame débute donc le point, à quel frame il finit, et puis bien sûr la longueur, donc la différence entre les deux. On voit, ce qui est relativement intéressant, c'est que certains points durent relativement longtemps, hein, donc jusqu'à 200 frames ici sur ces premiers points que l'on peut voir. Donc c'est les points d'arrière-plan, effectivement, sur le bâtiment d'arrière-plan ici, qui vont être traqués, donc qui vont être présents plutôt sur la séquence d'images, comme on peut le voir ici quand je fais dérouler donc ma séquence d'images sur quasi l'ensemble de la séquence d'images, donc et va nous permettre donc d'avoir des points relativement stables ici et bien déterminés. Donc on voit un peu en moyenne les longueurs, hein. On a des longueurs relativement importantes, et on s'aperçoit que la valeur min length ici à 20, eh bien elle est quasiment dépassée largement. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de points de track qui font 30 ou 40, hein. On a des points de track à 85, 93. On est souvent au-dessus de la centaine de frames, comme on peut le voir ici sur la liste. Donc on en a le premier ici à 41. Éventuellement, que l'on pourra donc supprimer. Alors effectivement on peut supprimer les points qui nous semblent un peu douteux dès à présent, même avant d'avoir réalisé donc la solution, avoir calculé la solution avec le prochain node que l'on va mettre en place, qui est le Camera Solver. Dès à présent ici, avant de voir la solution, encore une fois, on peut supprimer des points qui nous paraissent, comme celui-ci par exemple, hein, qui paraît un peu par rapport aux autres un peu court, et sur une zone, comme on peut voir ici dans le tracking window, qui est peut-être un peu donc douteuse en termes de stabilité. Alors le seul avantage de ce point-là, alors c'est qu'il est donc bien en périphérie gauche donc de l'image, hein. Il nous donne un point au loin sur l'horizon qui peut être relativement intéressant. Il ne dure pas très longtemps, mais ça peut être un point qui peut effectivement éventuellement stabiliser la solution. On peut vérifier aussi en fait dans le tracking window si ce point bien se comporte à peu près convenablement, je dirais. Est-ce qu'il n'a pas des sauts, est-ce que on a donc une bonne stabilité, et éventuellement on va pouvoir donc en venant zoomer dans l'image, donc pour zoomer dans l'image 2D,
on va utiliser donc le bouton du milieu de la souris et à droite ou à gauche, donc je pousse ma souris sur la droite ou sur la gauche, me permettant de zoomer ou dézoomer dans l'image, et le bouton droit de la souris, lui, me permet de monter, me déplacer dans l'image, ici monter, pour voir le point de track. Donc je zoome encore, voilà, et puis donc je me déplace éventuellement pour voir la courbe ici, et éventuellement s'il y a juste un ou deux points au niveau des frames qui ne correspondraient pas effectivement à la forme en moyenne donc trouvée par PFTrack, eh bien je pourrais venir la corriger manuellement, c'est-à-dire que le point serait écarté ici, donc c'est pas trop le cas, voilà, on a peut-être un point ici qu'on va pouvoir légèrement donc décaler, voilà, hop, voilà. Alors soit on peut le faire directement ici dans la vue donc 2D du footage, ou dans le tracking window on peut prendre le point vert et se déplacer pour ici donc modifier le point central et donc forcément la position du motif. Okay, donc on peut ajuster comme ça les points qui nous paraissent problématiques ou les supprimer, hein. Donc ici dans les icônes qui sont sur la droite, hein, j'ai la fonction donc delete, je sélectionne delete ici. On a d'autres fonctions que l'on ne va pas passer en revue ici, qui sont notamment l'import-export de points, hein, que l'on peut donc porter donc sur la même séquence, les sauvegarder, les porter sur une autre séquence. Le split qui est aussi assez intéressant, et le merge aussi, alors qui permet de séparer donc des points, et le merge qui fait l'inverse, qui permet de rassembler un groupe de points de track pour en faire un seul point de track plus consistant dans une zone déterminée. Voilà, donc on a ici maintenant nos points de track que l'on peut encore une fois donc arranger éventuellement. Et maintenant on va venir donc créer donc un nouveau node qui va être à la suite de l'auto-track, qui est donc le camera solver. Okay. Donc le camera solver, lui, comme son nom l'indique, va faire le calcul donc pour trouver la solution donc de l'espace 3D et du mouvement de la caméra dans l'espace 3D. Ok. Alors avant de parler du camera solver, je reviens dans Crate. On a un node ici donc qui est user track. User track ici va pouvoir être mis à la suite d'autotrack éventuellement, ou même avant. Enfin, toujours est-il, en première approche, il peut être mis avant ou après autotrack, et surtout avant camera solver, pour être pris en compte dans le calcul. Alors user track correspond à quoi en fait? Correspond donc, je peux créer une branche ici exprès juste pour user track. Donc si je vais, voilà, hop, voilà, pour retrouver donc mon image user track, donc c'est la même chose que auto track, mais à ce moment-là c'est vous qui déterminez donc les points en cliquant donc sur les zones qui vous intéressent. Donc vous cliquez sur create ici, puis vous venez donc cliquer, par exemple si je veux les quatre angles ici donc du panneau publicitaire, et bien je ferai comme ça. Donc là je le fais rapidement, bien sûr. On retrouve les mêmes paramètres donc de la fenêtre que l'on va pouvoir donc arranger. On retrouve les mêmes paramètres de fill of free show, tracking offset, police range ici, qui vont nous permettre donc d'affiner ces points, de les garder ou pas, et on aura un peu donc la même approche que pour AutoTrack. Donc c'est des points qu'on rajoute. Alors pourquoi on rajouterait des points par rapport à AutoTrack? Eh bien d'abord parce que on peut penser qu'il y a des points plus consistants que ce qu'a trouvé donc en AutoTrack PFTrack, et puis on peut avoir besoin aussi, par exemple ici sur le panneau publicitaire, des quatre coins traqués pour pouvoir ensuite poser donc un objet 3D grâce à ces quatre points donc traqués ici dans l'espace de l'image. Ok. Donc ici je vais le laisser de côté. Vous voyez l'intérêt ici du système nodal, c'est que je peux faire des tests. Ici, je viens tester un user track. Je peux très bien mettre un camera solver sous le user track, un autre, et faire un test comme ça de calcul de l'espace donc 3D et du mouvement de la caméra, et puis revenir sur AutoTrack, refaire un autre calcul, et ainsi de suite. Donc je reviens ici sur AutoTrack et Camera Solver. Donc sur Camera Solver, qu'est-ce que j'ai? J'ai les paramètres
pour donc trouver la solution. Donc les paramètres ici sont principalement donc sur la droite de l'ensemble des paramètres ici qui sont relativement complets, avec notamment les différents onglets caméra, distorsion, tracker, contrainte, erreur et ainsi de suite, donc solver log. Alors notamment sur caméra, bien ce qu'on va faire, connaissant la caméra et surtout la focale de la caméra. Donc il nous a trouvé une focale de caméra 5.9 ici, la caméra c'est 6.3, éventuellement on viendra la corriger. Ensuite on avait rentré donc les paramètres des presets de la caméra, donc il les reprend ici, notamment le field of view, ici donc, et le film back, ici que l'on va donc, qui est prédéterminé. Le film back donc qui est la taille donc du capteur dans la caméra définie. Au niveau de la distorsion, on ne va pas l'étudier ici dans ce tutoriel, mais on peut donc travailler sur la distorsion que réalise donc que fabrique la caméra et venir donc la charger en preset ici et pour le type de caméra que l'on aura donc utilisé. Alors ici par défaut, n'ayant pas fait ce travail-là, sur cette première approche, on va cliquer sur Automatically Estimate Distortion pour estimer donc la distorsion ici donc de la caméra. Okay, donc voilà ce qu'il faut en première approche ici cocher. On a la liste des trackers qui vont être utilisés. On peut en enlever et en remettre à volonté ici de la liste donc globale des quelques 180 points que l'on a donc trouvés pour faire le calcul. On n'est pas obligé d'avoir tous les points pour réaliser le calcul. Si on n'est pas sûr de certains points au début, on peut faire des essais et enlever donc des cochers actifs ici. Ils ne seront pas utilisés dans le calcul. Ils seront toujours présents ici. Ils ne seront pas donc supprimés, mais ils ne seront pas dans le calcul. On peut aussi avoir donc des points que sur lesquels on peut relier donc une contrainte. Par exemple sur le panneau ici, si on considère que le panneau est relativement plan, est un plan ici, on peut venir donc sélectionner les points donc dans le plan du panneau publicitaire et dire que c'est le même plan, donc faire un set plane ici. Ok, donc alors ce que je vais faire, ici je vais enlever donc le showground qui me gêne un peu. Ici dans display showground, ça m'enlève la grille juste. Et puis je vais venir donc sélectionner les points en appuyant donc sur CTRL pour sélectionner plusieurs points. Ok, ici. Donc voilà, j'ai mis 4 points qui sont à peu près donc consistants sur l'ensemble donc du tracé. Il y en a un qui disparaît ici. Ok, je vais rajouter celui-ci, voilà. Et on va pouvoir donc définir une contrainte ici en venant donc cliquer sur Create sur la droite, Create, et on a une contrainte de type Plane ici qui est active. Donc ça va permettre de contraindre bien sûr la solution hein, sur donc ce système de plane ici, puisqu'on est à peu près sûr qu'on a donc à faire ici un panneau publicitaire droit qui est donc représenté par les points donc au centre, 5 points ici qui définissent ce plane. Alors, on peut définir d'autres contraintes hein, sur des axes par exemple, hein, donc en venant sélectionner par exemple ce point et ce point ici dans le bâtiment, donc contrôle, voilà, ok. On sélectionne, voilà, hop, contrôle, les deux points ici. On peut définir un axe ici, donc je clique sur Create, ici, ok. Et donc cette contrainte étant créée, par défaut elle se met en mode plane. On va faire bouton dans la souris et on va se mettre donc sur le type de contrainte en mode line ici. Donc c'est une ligne ici donc entre les deux points. Ok, donc ce qu'il faudrait c'est rajouter donc d'autres points. Ici il faudrait un troisième point, mais alors là les deux points ils sont sur le poteau. Donc on va voir si on peut rajouter un autre point en faisant add to. Ici la fonction add to en venant sélectionner un troisième point qui éventuellement apparaîtrait sur l'arête ici du bâtiment. Donc ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, donc on peut créer des contraintes de type line, plane ici. Donc je vais supprimer celle-ci, la deuxième, puisqu'elle ne sert à rien, puisque par deux points
forcément passe donc une ligne. Il m'aurait fallu un troisième point, mais c'était juste pour vous montrer donc la possibilité, en faisant bouton dans la souris, de changer donc le type de contrainte ici. Ok. Ok, et delete, donc je vais garder ma contrainte ici qui est assez intéressante sur le premier plan, puisque le premier plan a tendance un peu à se tordre, à avoir de la distorsion, puisque ça va s'écarter, hein, ça va partir sur le bord gauche, sortir de l'image. Et donc c'est assez intéressant d'avoir cette contrainte plane ici. Ok. Donc voilà les pré-réglages, il y en a d'autres bien sûr, hein. Les pré-réglages donc euh, du caméra solver. Et puis je vais venir ici dans Solve All et lancer donc le calcul. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici en ayant lancé donc le Solve All ici. Donc on solutionne donc le mouvement de la caméra et la connaissance de l'espace 3D, la position des points donc dans l'espace 3D de l'image. On a donc maintenant les points qui sont colorés donc assez classiquement pour un logiciel de tracking de vert à rouge en passant par jaune, qui montre donc la qualité du point de track dans le calcul et qui montre donc l'erreur aussi donc en rouge, donc l'erreur sera plus forte, et jusqu'en vert où le point donc sera d'assez bonne qualité pour le calcul effectué, pour la solution trouvée. Donc bien sûr tout ça on peut venir y retravailler dessus, supprimer les points, déplacer les points, refaire le calcul sans les points rouges par exemple, ou certains points rouges qui vraisemblablement s'écartent trop de la solution. On peut voir aussi, regarder donc la solution en 3D en venant sur les icônes en haut à droite donc du panneau de la fenêtre cinéma ici. Ok. Et on va venir cliquer donc ici euh, sur 2H ici pour venir donc séparer la fenêtre de manière horizontale. Alors on peut le faire de manière verticale. Ici donc on a la 2D en haut, donc le footage 2D, et puis la vue 3D en bas, donc ou 2H. Et puis en 4 vues, on a top et front, on pourra le voir aussi. Donc restons en 2H ici, donc je sépare, je split ici donc mon espace en deux. J'ai mon image d'un côté 2D ici, et puis j'ai ma vue 3D ici qui est donnée. Je vais pouvoir donc remettre le showground ici maintenant pour voir un peu le sol défini par la solution. Hein, ok. Alors globalement on peut éventuellement commencer à regarder si la solution est correcte ou plus ou moins correcte. C'est assez dur à voir précisément, mais déjà si les points qui sont à l'arrière ici sont bien situés entre guillemets à l'arrière, hein, ce qui paraît être vraisemblablement le cas. Ici donc voilà, donc on a certains points qui n'ont pas l'air de très bien fonctionner, hein, dans l'espace 3D, notamment celui-ci, okay, qu'on a évoqué tout à l'heure donc dans le node AutoTrack, hein, ici, et qui est vraisemblablement donc à éliminer. Voilà, donc on peut comme ça venir donc regarder certains points. Alors on peut les voir donc directement de manière interactive ici, donc dans la vue 3D ou 2D. On peut aussi de manière plus mathématique, je dirais, venir regarder donc dans le panneau erreur ici, les erreurs donc des différents points de track ici que l'on peut donc avoir. Donc ici on a les courbes d'erreur. Et en cliquant donc sur Show All ici, je peux voir donc les écarts ici plus ou moins importants. Alors ça dépend bien sûr de la position du point ici donc dans l'espace, mais dans le temps aussi. Hein. Notamment un point qui, à une certaine partie des frames, aura peu d'écart par rapport à la solution, et bien comme on le voit ici sur ce point ici, le 211, et bien va finir par s'écarter totalement de la solution ici et remonter donc fortement dans les écarts. Donc on est 4, 5, 6 ici, on est voilà. Alors ce point-là, eh bien, c'est un point qui est donc situé ici que l'on va pouvoir donc supprimer. J'enlève le showground ici, voilà, et on va pouvoir supprimer ce point éventuellement si on trouve qu'il est donc trop s'écarte trop et donc diminue la qualité de la solution, bien sûr.
Donc ça c'est un travail à réaliser de telle manière d'affiner la solution avant d'aller plus loin, hein, bien sûr, de telle manière d'ajuster donc notre solution en éliminant bien sûr les points qui nous paraissent donc s'écarter beaucoup trop donc de la solution. Alors éventuellement on peut revenir sur l'autotrack pour ajuster les points, rajuster les points pour pas les supprimer, pour affiner donc la qualité des points d'autotrack et relancer un caméra solver bien sûr. Mais dans la majorité des cas, ben, si on a pas mal de points comme c'est le cas ici, on viendra supprimer ces points-là et relancer le calcul. Donc le point de track, eh bien, on le retrouve ici, ok, que j'ai sélectionné, et ici donc je le désactive. Ops. Voilà, il va plus être pris en compte, donc idem ici, voilà, hop. Donc ici je supprime au moins les points les plus visibles. Ayant supprimé ces points, eh bien, je peux relancer donc la solution ici avec Solve All. Je relance donc le calcul. Donc maintenant, et pour terminer cette première partie, eh bien, on va pouvoir mettre en place donc un nouveau node qui permet donc de remettre la solution dans un plan, essayer donc de la réorienter donc avec un node d'orientation ici, donc oriente scene, que je mets donc à la suite de Camera Solver. Donc ce node Orient Scene a plusieurs possibilités pour réorienter le ground en fait, hein, le sol et puis l'ensemble de la scène, hein. Si l'ensemble est basculé à droite, à gauche ou même carrément à l'envers, eh bien ce node là va pouvoir nous restabiliser la solution de telle manière qu'on puisse l'exporter de manière assez simple dans un logiciel de 3D pour retrouver dans le logiciel de 3D tout dans le même plan ici X, Y, Z. Alors on peut sélectionner des points pour définir donc ensuite des orientations. Ici dans la droite à droite donc des paramètres, on a le type d'orientation que l'on peut choisir, donc notamment Edit Mode ici, et on a donc différentes possibilités. Le Fly, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité en main libre de réorienter nous de visu donc l'ensemble de la scène. Une des plus intéressantes et plus rapides, c'est le box, bon, autant qu'on ait donc une boîte de référence dans notre scène 3D, ce qui est le cas de mon immeuble. Ici, je vais pouvoir donc utiliser le box. Donc pour ça, je vais me mettre donc ici en mode plein écran, en écran, enlever le showground ici, ok, venir un peu plus ici dans l'image, ok, et faire none. Edit mode, pardon, box. Ok, donc j'ai une boîte qui apparaît ici, je vais déplacer, donc piquer les points ici, les déplacer, ok, voilà. Aux quatre coins donc d'un immeuble qui est censé être cubique, ok, donc je peux bien sûr zoomer dans l'image pour ajuster donc mes points, ok, je viens. Voilà, donc ça me permet d'ajuster ici le plan et de réorienter donc ma scène de manière assez rapide. Ok, donc si je me remets donc ici en 2H pour voir donc la vue 3D et showground ici, j'ai ma solution donc qui est maintenant relativement stable, donc je la stabilise ici. Ok, voilà. Et donc on voit les premiers points ici qui correspondent donc au panneau publicitaire et puis à l'arrière donc le cube ici qui n'apparaît pas donc dans la vue 3D. Pour terminer ici donc cette première approche, on peut venir, comme je l'ai fait ici, rajouter un node supplémentaire après avoir stabilisé la solution, le Camera Solver et l'Orient Scene, sous la forme donc d'un image modeling. On vient d'en create image modeling ici qui se trouve là, et ça permet donc de créer des éléments 3D, soit à main levée, en venant dessiner donc avec la fonction draw ici, polygon editing draw. Je vais pouvoir donc dessiner, donc j'ai dessiné ici mon plan sur lequel donc je pourrais venir ensuite positionner donc une image, une animation ou autre chose, et puis je peux aussi prendre des primitives qui sont listées comme on le voit
sur les icônes et une primitive de type Q pour reprendre le bâtiment ici. Je pourrais, à la suite de l'image modeling, faire de la texture, de la capture de texture et la reprojeter donc sur les objets 3D pour récupérer la matière de l'image et exporter tout cela donc dans un logiciel de 3D pour finir le travail donc d'intégration d'éléments 3D dans mon image à travers donc un logiciel de 3D comme Maya ou 3ds Max. Et donc au final, entre autres, eh bien, on pourra venir dans Create créer donc le dernier, ce qui pourrait être le dernier dans la majorité des cas, node que l'on mettra en place dans la chaîne ici, qui est l'export, pour exporter donc la scène à un format donné, donc ici Autodesk Maya en format ASCII, et on va pouvoir exporter donc différents éléments, bon, notamment la caméra, et ici donc bien sûr le mouvement de la caméra, on peut réexporter le clip, et éventuellement si on l'a pas, et puis dans les onglets ici caméra groupe tracker, objet et texture comme je vous le disais, on pourra donc les récupérer aussi, donc extraire les textures de l'image, les points de track ici on pourra les récupérer et les objets que l'on aura créés. On peut importer aussi des objets dans PFTrack venant d'un logiciel de 3D pour les mettre dans la scène, pour voir s'ils se calent bien donc dans la scène, et on pourra les réexporter ensuite ou créer les objets comme on a fait donc avec Image Modeling, un cube et ce que j'ai laissé donc l'identité empty ici qui est le rectangle que j'ai créé donc sur le panneau publicitaire, et bien qui pourront être exportés et on récupérera exactement ce que l'on voit donc dans l'espace 3D dans le logiciel 3D comme Maya par exemple. Ok, donc les différents formats ici, on les a. Hein. Vous avez les différents formats en OBJ, FBX. On a assez de formats Ecolada notamment, qui est un format cross-platform et qui va permettre donc de récupérer toutes les informations extraites donc de notre scène PFTrack.